au moment où Facebook a commencé à bombarder sur la partie advertising, je crois que Linkin Park, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement par ailleurs, avait la plus grosse audience sur Facebook, ou l'une des plus grosses. Et ils avaient une audience organique très forte. Et puis, du jour au lendemain, Linkin Park a vu son audience, le reach de ses posts diminuer de manière drastique. Puis ils sont allés voir Facebook, ils ont dit, les gars, on a une page avec je sais pas combien de millions de personnes, c'est quoi ce truc, toi? Et là, Facebook leur a dit, en fait, maintenant, si tu veux toucher ton audience, si tu veux qu'un message soit vu par tout le monde, c'est le prix d'une Super Bowl ad. Super Bowl, hein, je ne tourne pas en sur ça. Ouais, enfin, le grand événement. Ah ouais, Donc c'est le prix de la publicité la plus chère du monde. Et si tu veux leur parler, c'est ça maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Paul Maire, fondateur de Converse, et on va discuter du futur des wallets et notamment de comment est-ce qu'on intègre et on va intégrer les réseaux sociaux et les messageries dans ces wallets et pourquoi est-ce que c'est le futur. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de me recevoir. Donc ouais, je suis Paul, je suis ingénieur. J'ai bossé assez longtemps dans la food tech, donc rien à voir avec les cryptos. Et puis il y a 3 ans maintenant, avec mon associé Noé, on a décidé de s'intéresser à ce secteur. Je pense principalement parce que on a vu avec la vague des NFT à l'époque des choses qui étaient peut-être moins liées immédiatement et directement au sujet purement financier, mais aussi au sujet d'applications plus grand public, consumer, qui pouvaient se développer grâce à ça. Et donc on a commencé à travailler, explorer un peu cette industrie qui est extrêmement variée et large. Et on a ensuite lancé Converse. Donc Converse qui est une application de messagerie. Quand tu l'utilises, tu ressembles beaucoup à WhatsApp ou à Telegram. Et elle a cette propriété d'être une messagerie dont l'identifiant, c'est ton wallet. C'est pas ton numéro de téléphone, c'est pas ton email, c'est ton wallet ou tes wallets, c'est plus sûr. Et c'est basé sur un réseau qui s'appelle XMTP, qui est un réseau décentralisé dont on va probablement beaucoup parler, qui est un réseau de messagerie. Et voilà, la petite nouvelle pour nous, c'est que cet été, XMTP nous a proposé de racheter notre entreprise, donc ce qui a été fait. Donc là, je te parle en tant qu'ancien fondateur de Converse, donc je ne suis pas représentant officiel d'XMTP dans cette discussion, mais je suis ravi de te parler du futur de la messagerie et ce que pour demain et pour après-demain. Ok. On dit toujours que Internet a révolutionné les communications. On dit que la blockchain a révolutionné la manière dont on s'échange de l'argent et dont on transacte. Et bien là, on va assister à la fusion des deux et à comment est-ce que, en fait, on peut imaginer le futur, comment est-ce que dans les wallets, on sera en capacité à la fois de discuter et d'interagir avec d'autres wallets et en même temps de pouvoir échanger de la valeur. Ouais, je pense que la partie la plus intéressante et surtout différenciante dans ce qu'on fait, c'est l'idée de mettre au même endroit la capacité à échanger de la valeur et à communiquer. À la fin de l'histoire, le commerce, au sens large, c'est intrinsèquement social. On échange de la valeur, c'est pas froid, c'est pas juste de l'argent qui va à droite à gauche, c'est quelque chose qui est social. C'est une marque, c'est social, des interactions, c'est social. La raison pour laquelle je vais acheter un produit ou échanger de la valeur avec quelqu'un, c'est parce que quelqu'un me l'a conseillé, etc. Et en fait, c'est vrai que dans le monde digital, jusque-là, la notion de transaction, la notion de communication, c'est des choses qui ont été, évidemment, qui se rejoignent à plein d'endroits, mais qui sont séparées. C'est séparé technologiquement, c'est séparé dans les entreprises qui les opèrent, etc. Et là où il y a une belle opportunité aujourd'hui, c'est de dire, on pourrait imaginer un monde. Alors, et d'ailleurs, ce que je vais te dire pendant toute la conversation, c'est ce que j'imagine, et la réalité, c'est qu'il y a un champ des possibles d'innovation qui est formidable. Quand tu dis, au même endroit, littéralement, dans une application, sur les mêmes réseaux, je vais pouvoir échanger de la valeur, exécuter du code, on en parlera peut-être, et effectivement communiquer. Parce que tu me disais en off que sur les 10 dernières années, pour toi, il n'y avait pas eu de changement majeur sur les messageries, notamment. Et moi, il y en a un qui m'est revenu en tête, c'est Facebook. Facebook qui a quand même essayé en 2020, si je ne dis pas de bêtises, de lancer cette initiative Libra, puis renommée en Diem et qui a été abandonnée. Mais de base, ce que voulait faire Facebook, en fait, c'était exactement lier leur système de messagerie avec toutes les informations dont ils disposent
et aussi de permettre aux gens de pouvoir échanger de la valeur et échanger de l'argent directement dans l'application. Ils s'étaient d'ailleurs associés, ils avaient fait un consortium avec énormément d'entreprises, Uber, PayPal, McDonald's, il me semble, etc., qui en fait voyaient tout l'intérêt, c'est-à-dire que les gens auraient pu, si ça s'était mis en place, commander leur McDo, commander leur Uber directement dans l'application Facebook, échanger, pourquoi pas, avec des bots, des robots Uber, voilà, pour connaître le trajet, combien de temps je vais mettre pour aller à tel endroit, etc. Et ça, c'est ce que va permettre de faire, ou vont permettre de faire la blockchain et aussi XMTP et Converse potentiellement. Ouais, en fait, c'est pas une idée qui est neuve. Mais d'ailleurs, c'est tellement pas une idée qui est neuve que, comme je te disais, on a toujours fait du commerce et communiqué dans le même flow. Et je pense que là où on a l'opportunité de... Il y a une vraie... Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où c'est possible, parce que la société est mature, parce que les technologies sont matures, parce qu'on a toutes les audiences qui sont là et qui sont peut-être prêtes à adopter ce genre de technologie. Et donc je pense qu'on en est à peu près à un point de pivot où effectivement ça va être possible, sur des cas d'usage qui sont assez concrets et qui peuvent arriver demain. Mais par contre, la grosse différence entre ce qui est développé par XMTP, Converse et de manière générale, on va dire la technologie blockchain, et blockchain publique, et ce que proposait Facebook, c'est que Facebook, potentiellement, développe quelque chose en interne et ne permet pas à des gens, à des personnes, de développer des choses encore par-dessus. Et c'est ce qui permet, en fait, d'avoir des cas d'usage auxquels on n'aurait même pas pensé. Et donc, que des développeurs indépendants sont en capacité de construire là-dessus des applications. Ça décuple les cas d'usage et l'intérêt aussi d'utiliser ce type de réseau-là pour les gens. Ouais, exactement. Alors je pense que je vais quand même te dire en deux mots concrètement ce que fait XMTP et ça va me permettre d'articuler justement pourquoi je pense que c'est important que ce soit des... Enfin c'est important, c'est même nécessaire que ce soit des acteurs, des nouveaux entrants qui travaillent sur ces sujets-là. Globalement, donc XMTP, c'est de l'infrastructure de messagerie. Donc c'est un réseau et un protocole qui permettent d'échanger des messages d'un point A à un point B. L'idée, c'est que ça fonctionne un petit peu comme une blockchain, il y a des nœuds, il y a un certain nombre d'acteurs qui entretiennent le réseau. Ça a plein de bonnes propriétés qui sont similaires à celles du blockchain. Tu peux pas bloquer avec quelqu'un, ni un utilisateur, ni un développeur d'utiliser le réseau et de construire des choses sur le réseau. Alors ça a une très bonne propriété d'encryption assez forte, on pourra en reparler par la suite. C'est quelque chose qui est donc décentralisé. Et donc, finalement, donc ça c'est pour la partie infrastructure, c'est XMTP, c'est un réseau, c'est un protocole. Et nous, ce qu'on a construit Converse, c'est une application, un client, un peu de la même manière que Gmail est le client qui te permet d'accéder au réseau, au protocole email. Donc voilà, je fais ce petit aparté pour que je sois clair sur ce que c'est. Et maintenant, si on prend justement tout l'exemple que tu donnais avec Facebook, les réseaux sociaux, qu'ils soient privés ou publics, historiquement, sont des réseaux qui se sont développés beaucoup grâce en partie grâce à l'activité de développeurs tiers, donc qui ont créé des choses au-dessus de leur réseau. C'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Telegram dans une certaine mesure. Ils ont créé des choses là-bas parce qu'il y a l'effet de réseau, c'est-à-dire il y a des gens, donc les développeurs vont là où il y a des gens pour que ce qu'ils développent soit utilisé par le plus de gens possible. Ouais, exactement. Et puis c'était une chose, ça a toujours été pour ces réseaux-là un truc donnant-donnant. C'est pendant un temps. Le réseau grandit, ça donne des opportunités pour les développeurs d'arriver et de grandir avec eux. Ça a fait quelques belles boîtes quand même, Farmville et puis tous ces exemples-là avec les réseaux sociaux, ça a quand même été assez successful. Et puis il y a un moment où, parce que justement on parle d'acteurs qui sont des entreprises privées centralisées, eh bien on passe du mode collaboration au mode extraction. Donc les réseaux vont se dire, bon, bah, en fait, maintenant on a notre effet réseau, on a nos centaines de milliards d'utilisateurs, et on peut maintenant, bah, au lieu de dire que les développeurs vont pouvoir construire des choses sur nous, bah, en fait, pourquoi pas le faire nous-mêmes, parce que la valeur globale qu'on va pouvoir capter en tant qu'entreprise sera plus grande. Et donc on va passer de, bon bah on prend 20% de la valeur du réseau à 50% à, littéralement, pour le cas de Meta aujourd'hui, plus de 99% de la valeur qui est créée sur les plateformes et qui est captée par l'entreprise Meta. Et donc c'est ça que, finalement, ce que je suis en train de te décrire, c'est aussi vrai pour les institutions financières. Donc c'est ce que les blockchains sont venus un peu bouleverser dans la répartition de la valeur
au sein des institutions financières. Et pour les réseaux sociaux, c'est un peu ce qu'on essaye de faire également. C'est l'idée que, en fait, si tu crées un réseau qui est ouvert, qui ne peut pas être stoppé, que tu ne peux pas contrôler, et donc finalement qui par design n'est pas, dont tu ne peux pas extraire de la valeur par design, parce que c'est comme ça que c'est créé, eh bien tu crées de la confiance pour les développeurs, pour créer un tas d'usages, de cas d'usage nouveaux qui, en fait, aurait été possible sur WhatsApp, aurait été possible sur Telegram. Mais parce que ce sont des entreprises qui, à la fin de l'histoire, vont venir capter la valeur, elles ne sont pas crédibles pour faire le truc. Alors, je pense que c'est pas, je connais pas parfaitement le sujet Libra, le sujet Facebook, etc. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de choses institutionnelles, à ma connaissance, qui ont mis des freins. Mais une des raisons, effectivement, pour lesquelles c'est délicat pour ce genre de plateforme de créer ça, c'est qu'elles ont perdu toute crédibilité aux yeux des développeurs. Aujourd'hui, c'est du suicide pour un développeur que de faire un pari sur le fait d'utiliser un réseau social, qu'il soit privé ou pas, pour développer son business. Et donc l'idée de XMTP, l'idée pour ce qui est des réseaux sociaux privés, l'idée de Farcaster ou Lens pour ce qui est des réseaux sociaux ouverts, c'est de dire, par design, on a créé un espace dans lequel on permet à des développeurs tiers de bénéficier de l'audience de ces réseaux et de créer des nouvelles expériences qui sont formidables. Ouais, c'est ça l'idée du truc. Et c'est quoi les cas d'usage, toi, alors que tu verrais justement entre cette fusion de wallet, et donc on pense plutôt argent de ce côté-là, et le côté plutôt messagerie, et donc information. C'est quoi pour toi les cas d'usage que tu devrais nous donner sur du, on va dire, si on peut démarrer sur du court terme, ce qui est déjà le cas actuellement, et ce qui est faisable actuellement, et ce qui le sera dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ensuite, on enchaînera sur le long terme, sur les prochaines années. Là, on essaiera de faire un petit peu de prospective avec tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle aussi. Ouais, je pense que c'est important de scinder un peu toute la discussion parce que on fera de la prospective juste après. Sur le très court terme, je pense que l'enjeu pour des réseaux comme XMTP, c'est d'adresser une audience qui est déjà proche de ce que l'on fait. Et comme il y a une proximité très forte avec les blockchains, notamment XMTP, la première audience à laquelle on s'adresse, c'est une audience qui est déjà crypto-native. C'est une audience qui, dans la plupart des cas, a déjà eu une activité avec un wallet personnel sur une blockchain. Et l'objectif de Converse et l'objectif d'XMTP, c'est d'améliorer l'expérience et de fournir des services à ces gens-là pour déjà avoir ce premier cœur d'utilisateurs qui voit de manière plus immédiate la valeur qu'on peut leur apporter que le grand public qui connaît moins ces sujets-là. Donc, de manière très concrète. Moi, il y a deux choses que je trouve assez passionnantes sur ce qu'on peut apporter aux utilisateurs. Il y en a qu'on fait déjà, et puis il y en a qui sont en train d'être développés. La première, c'est d'utiliser de l'information pour améliorer la vie des gens on-chain. Quand tu as un wallet, et alors que ce soit sur Ethereum ou d'autres, et que tu as une activité on-chain, tu as un petit pousset qui laisse des petites graines un peu partout et qui dit des choses finalement de toi, qui dit des choses sur tes centres d'intérêt. Alors évidemment, sans se leurrer sur des choses qui sont relativement financières aujourd'hui, mais pas que, tu vois, si tu mintes quelque chose d'un artiste sur Zora, ça dit quelque chose sur toi, sur tes goûts, voilà, si tu fais sur Sound de TaxOeasy, ou même un NFT que tu aurais acheté pour avoir, je sais pas, Adidas par exemple qui lance des NFT, tu en achètes pour avoir des réductions chez Adidas, ou alors même tu vas minter, on en parlait en off, sur Paragraph, donc un sort de Substack décentralisé, et ben si tu mintes voilà, des articles, tu vas être en capacité de savoir un peu quels sont les sujets qui sont abordés dans les articles, et donc de pouvoir peut-être profiler, avoir tes centres d'intérêt, etc. Exactement. Et en fait, tu peux, grâce à ça, donner avoir de l'information sur la personne. Il y a deux manières d'utiliser ensuite cette information. La première, c'est de permettre de matcher les gens les uns avec les autres. Et d'ailleurs, alors, la petite histoire assez rigolote, c'est que Converse, ce qu'on a créé, a été la genèse de Converse. C'est un service qui s'appelait Wallet Roulette, qu'on avait créé. C'est hackathon qu'on s'était fait. En rapport avec Chatroulette. Alors, il n'y avait pas de vidéo, donc il n'y avait pas le truc que tu n'as pas envie de voir. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être, Chatroulette, tu peux rappeler ce que... Chatroulette, c'est un truc complètement absurde je pense que ça a au moins 12, 13, 15, peut-être plus que 15 ans. T'as webcam à l'époque qui s'allume,
Et tu as un bouton Next et tu es de manière random matché avec une autre personne qui a sa webcam allumée. Et donc, ça crée de l'interaction. Et si tu n'es pas content de l'interaction que tu as avec la personne, tu fais Next et tu passes à l'autre. Bon, il se trouve que ça a été... il y a eu 2-3 belles histoires. Je crois d'un mec qui jouait de la guitare, et machin, et ça, c'était assez rigolo. Donc il y a eu des belles histoires un peu naïves, et puis il y a eu beaucoup de sexe à débrider et de choses que tu n'as pas envie de voir. Donc c'est un peu la réputation que Chatroulette a eu. En fait. Donc, de fait, ça n'a pas été notre ambition avec Wallet, mais le petit truc qu'on avait créé, c'était tu matches deux wallets selon les affinités, selon ce qu'on a pu profiler de toi. Deux wallets de manière complètement random étant donné ces informations, et tu permets aux gens de communiquer les uns avec les autres. Et donc, il y avait cette dynamique-là qu'on avait créée, qui était assez rigolote, et qui d'ailleurs, c'est comme ça, avec Noé, mon associé, qu'on a utilisé XMTP pour la première fois, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a XMTP, c'est intéressant, ça permet de communiquer de wallet à wallet, ils ont un SDK web, on va l'utiliser, et on a utilisé XMTP pour ça. C'est comme ça qu'on a notre rencontre avec XMTP, c'est ça, et puis ensuite, on est allé beaucoup plus loin avec... Ouais, parce que là, en plus, ça permettrait, pourquoi pas, à des projets qui n'arrivent pas à communiquer avec les gens qui détiennent leurs tokens, d'être en capacité aussi de contacter tous ces gens-là en même temps et de pouvoir vraiment créer, fédérer, créer une communauté, en fait, fédérer leur communauté. Complètement. Alors, tout à fait. Et à la fois sur la communauté dans le sens groupe chat, ça peut aussi être sur de la notification, je pense que c'est aussi ce que tu avais en tête. Complètement. Et donc, nous, c'est de l'information, encore une fois, et je pense que c'est une mine d'or qui peut effectivement apporter beaucoup de valeur à l'utilisateur. Le deuxième sujet, je me permets sur ce sujet, c'est il y a la capacité de matcher les gens, mais il y a aussi la capacité, et ça c'est clé, et d'ailleurs c'est clé aujourd'hui, mais ce sera encore plus clé demain, c'est de donner confiance à la personne avec qui tu parles. D'avoir confiance en la personne avec qui tu parles. De donner des éléments tangibles qui sont prouvables sur le fait que tu n'es pas en train de parler à une IA qui essaye de t'arnaquer, à une autre personne qui essaye de t'arnaquer, à quelqu'un qui a de mauvaises intentions, etc. Et donc en fait, il y a alors au sein de Converse, il y a donc ce matchmaker, mais il y a aussi du contexte qui t'est apporté quand une personne t'écrit, qui va te dire, alors pour l'instant de manière un peu basique, mais quels sont les assets que tu as en commun avec cette personne, ce genre de choses, qui donnent de la confiance entre les gens. Ça te permettrait de, je sais pas, voir si une personne a lancé un projet et a rug, c'est-à-dire est parti avec la caisse et donc c'est un escroc, un voleur. Tu pourrais aussi peut-être intégrer certaines choses sur GitHub quand tu es développeur, voir un petit peu quelles sont les différentes... à quel développement de projet est-ce que tu as pris part, etc. Enfin, on peut imaginer les choses sont un peu infinies au final, à partir du moment où tu choisis quelles informations tu veux partager. Tout à fait. L'idée, justement, c'est de dire... Alors ça, c'est un peu la vision, c'est de dire, dans un futur plus lointain, parce que je pense qu'on n'y est pas encore, tu vois, mais dans un futur plus lointain, on peut vraiment créer des connexions, créer et ou entretenir des connexions qui n'auraient juste jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ces technologies et cette possibilité. Ça, c'est... Puis la beauté de ça, c'est que ça peut être aussi pseudonyme, on n'est pas forcément obligé de donner son vrai nom, c'est-à-dire avec tout ce qu'on appelle les zero knowledge proof, etc., tu seras en capacité de prouver quelque chose sans avoir à dévoiler même ne serait-ce que ton wallet, c'est-à-dire tu pourrais dire je possède un CryptoPunk, mais je le possède sur un autre wallet que je ne souhaite pas dévoiler pour des raisons de confidentialité, et donc ça tu seras en capacité de le prouver et donc de pouvoir interagir avec d'autres possesseurs de CryptoPunk, mais sans qu'on dévoile l'identité et sans qu'on dévoile ton wallet principal, peut-être si tu es millionnaire et que tu n'as pas envie que les gens sachent ce que tu as. Quoi. Ouais, c'est un enjeu, alors c'est difficile à mettre en œuvre, c'est compliqué à mettre en œuvre, hein. Encore une fois, je pense qu'il faut aussi être humble sur ce qui est possible aujourd'hui, ce qui sera possible demain, mais complètement, c'est exactement le genre de choses qui, d'après moi, je suis pas sûr. Alors c'est hyper intéressant. Je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la. Alors il y a XMTP, Converse a déjà une belle vague d'acquisition d'utilisateurs. L'enjeu c'est de continuer dans cette dynamique. Je suis pas sûr que c'est exactement les sujets qu'on vient d'évoquer là qui vont être suffisamment sexy pour les utilisateurs pour être une vraie raison de commencer à utiliser l'app, etc. Mais là finalement, ce qu'on vient de dessiner là, c'est quand même un socle qui est formidable et qui, à court terme, peut apporter un petit peu de valeur. C'est déjà le cas, honnêtement. Et sur le plus long terme, c'est franchement quelque chose de très intéressant. Le deuxième aspect concret de la possibilité, qui découle directement du fait qu'on met un wallet et de la communication au même endroit. Alors, je pense les mots sont un peu en sens. Je pense que
il faut pas penser, quand je dis wallet, il faut pas penser interface Rainbow, Coinbase Wallet. Un compte blockchain et de la communication au même endroit. C'est que là, en fait, tu as aussi un boulevard de nouvelles expériences rigolotes que tu peux faire, rigolotes ou moins rigolotes, que tu peux faire dans cette combinaison entre la transaction et la communication. Et là, alors il y a évidemment, alors il y a les cas d'usage B2B, je vais à peine en parler parce que c'est assez évident, et je pense que c'est pas ça qui fera l'adoption. Donc c'est sur le long terme, les marques, etc. Tu pourras voilà, acheter des choses, transacter, etc. Mais si Voilà. c'est les marques, enfin, elles ont une capacité d'attirer aussi des gens qui est non négligeable. Tout à fait. Alors ça, c'est plus une croyance personnelle, c'est qu'un réseau social se développe par du social et que les marques arrivent après. Je pense que dans l'histoire des réseaux sociaux, on le voit souvent, c'est un peu boring de créer un réseau social sur lequel la première personne avec qui tu peux interagir, c'est je sais quelle marque, je ne vais pas en citer pour les déprécier, mais voilà. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Et puis surtout, je pense qu'on va parler de marques digitales. Là, ça devient plus intéressant. Effectivement, il y a des nouvelles marques, que ce soit des tokens, qui pour le coup, eux peuvent avoir plus leur mot à jouer, leur mot à dire sur la manière dont l'interaction doit se faire. Ça va se faire par les pionniers et puis ensuite les marques plus traditionnelles viendront. Mais de manière plus concrète, dans l'interaction sociale qui existe entre les utilisateurs, il y a des choses formidables à faire. Alors évidemment, les cas les plus basiques, tu vas au resto, tu as déjà ton groupe chat. Si tu es allé au resto, c'est qu'il y avait un groupe chat associé et que tu as planifié ton resto avant. Ou alors, a priori, c'est ça. Tu veux rembourser tes copains, tes machins, etc. Ben, en fait, aujourd'hui, tu es obligé d'utiliser un service tiers. Encore une fois, découplage, communication, transaction. Et là, tu peux avoir au même endroit la possibilité de rembourser de manière quasi systématique, automatique, tes amis. Cas d'usage un peu boring aussi, mais efficace, etc. Transférer de l'argent n'importe où dans le monde en 3 secondes, enfin, littéralement moins de 3 secondes. Moi, c'est des choses que je fais aujourd'hui avec Converse, c'est formidable. Mais tu peux aller encore un peu plus loin, et je pense que c'est ça qui va faire l'adoption des réseaux comme des réseaux de messagerie décentralisés. C'est que le jeu des cryptos, parce que je le vois comme un grand jeu, le jeu des cryptos, il est intrinsèquement social. Quand tu as des copains qui vont acheter tel NFT ou tel meme coin ou telle autre innovation qui peut exister, ben en fait, tu vas en parler. Tu vas en parler sur un groupe chat. C'est comme ça que ça se fait, quoi. Tu vas en parler. Ouais, tu vas en envoyer à ton pote pour te marrer. Tiens, je t'envoie un euro de tel même coin. Et puis, bon, qui sait, il y a des belles histoires. Donc, peut-être un an plus tard, ça vaudra 100 euros pour les plus chanceux ou 0 pour la majorité. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr, c'est ça. Et ça entretient la conversation. La conversation naît de ça, en fait. Elle naît de cette espèce de dualité qui existe entre le côté un peu fou, plein de choses sur la blockchain, et le côté interactionnel. Et donc si tu mets les deux au même endroit, ne serait-ce que si tu pouvais savoir qui a acheté quoi à quel moment et que ça déclenche la discussion, et ben en fait tu crées plus de dynamique dans les conversations. Et je pense que c'est ça l'innovation intéressante qui peut tu vois, nous amener à l'étape d'après. Tu vois, à la vague, parce que c'est aussi des acquisitions qui vont faire des audiences qui vont grandir par vague, je pense, c'est en créant un peu cette espèce de mini-économie au sein des conversations de groupe. Ou, alors de manière plus prosaïque, pragmatique, un petit pari entre amis, ou ce genre de choses. Et ça, la beauté de la chose, c'est que soit c'est développé par nous, par Converse, par XMTP, soit c'est développé par des acteurs tiers. Parce que justement, au sein d'une conversation Converse, tu as des frames, tu as des mini-apps, et tu peux, en tant que développeur tiers, créer un mini-jeu au sein d'une conversation, de manière complètement permissionless, ouais, c'est une URL, et proposer une expérience qui est à la fois conversationnelle et transactionnelle, avec des gens. Ouais, tu pourrais jouer au poker avec des amis directement dans ton application de messagerie sans passer par un tiers. Ou en tout cas, l'argent que tu mises directement, il n'y a pas de frais qui sont pris par une application tierce, etc. quoi. Et on revient à... C'est pas Facebook qui peut faire ça, parce que le développeur qui veut faire l'application de poker, eh ben, il ne va pas aller sur Facebook. Alors déjà, je ne sais pas s'il va vouloir aller sur Facebook, mais il ne va pas aller sur Facebook. Il ne va pas aller sur Facebook parce que le jour où le truc de poker fonctionne trop bien, Facebook va le faire et il lui coupe l'accès. Ouais. Là où nous, pour le coup, les choses sont... C'est pas possible. On peut pas. Sur Apple, ils prennent 20% de frais sur tous tes achats, tous tes... 30. Ouais. Oui. Ouais. Donc voilà, je pense, donc ça, c'est sur ce court terme. Ouais. Et sur le court terme, là où on cible aussi une population
plutôt crypto, ça va être tout le système de notification. Si par exemple, moi j'ai un prêt en cours sur AV et j'aimerais bien avoir une notif quand je suis sur le point de me faire liquider, bon, si on passe par email, bon bah voilà, la majorité d'ailleurs des services actuellement passent par de l'emailing. Bon bah, sachant que moi ça me change pas grand-chose. J'aimerais bien recevoir ma notif sur mon téléphone directement de mon wallet Coinbase ou n'importe quelle autre wallet qui me dit ah tiens attention tu vas bientôt te faire liquider, ou tiens tu as reçu tel coin, ou tiens tu savais que tu as tel airdrop à claim là parce qu'il y a eu ça, etc. Exactement. Et il y a des services comme Daylight qui permet d'avoir une très bonne connaissance de ce que tu peux minter ou de ce que tu peux avoir comme airdrop qui peut être effectivement envoyé. Tu as cité Paragraph qui existe déjà, qui est en prod. Moi, il y a plein d'articles que je découvre comme ça directement dans une conversation. Tout à fait. C'est exactement le genre de cas d'usage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la genèse, je t'ai parlé de la genèse de Converse avec Wallet Roulette, c'est la genèse d'XMTP. XMTP, alors aujourd'hui, la vision est beaucoup plus large que ça, bien entendu, sur la messagerie, mais l'intention initiale, et tu parlais de prêt, c'est précisément sur ce cas d'usage, l'idée de dire, bah, en fait, si voilà, j'ai une position et que je risque de me faire liquider, c'est même pour le service qui propose le prêt, que ce soit AV, Morpho, Compound, etc. Ce sont des services qui ont soit ils te demandent ton email, mais tout le monde ne veut pas donner son email, surtout dans cette industrie, soit ils ont un moyen direct de communiquer avec le wallet en question, et là pour le coup XMTP rentre dans le jeu. Donc c'était vraiment la genèse d'XMTP. Même sur le système d'abonnement, même un système d'abonnement, tu pourrais centraliser tous tes abonnements sur un même wallet avec un système de notification qui te dit bah tiens tu vas être débité de tel montant à tel moment, tiens ton abonnement va se finir, etc. Enfin sur l'abonnement, je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage aussi potentiels là-dessus. C'est assez drôle parce que tu es en train finalement, le pan que tu décris là, c'est un pan qui a été préempté par l'email. Et pourquoi est-ce que l'email a pu, alors aussi parce que c'était le premier moyen de communication sur Internet, mais pourquoi est-ce que l'email est toujours utilisé de manière aussi massive pour tous ces cas d'usage? C'est parce que l'email est ouvert. On revient à ça, tu vois. C'est parce que c'est pas Facebook qui dit, ou Meta, ou WhatsApp, qui dit « Ah bah toi, tu as le droit d'envoyer un message à quelqu'un, mais toi, tu n'as pas le droit. » Pourquoi? J'en sais rien. Parce que l'entreprise a dit que c'était interdit. Quand tu parles à des utilisateurs, il y a un côté, parfois, en fait, l'emprise qu'ont ces sociétés sur les utilisateurs est telle qu'en fait, tu n'as pas le choix, donc tu n'as rien à dire, tu dis rien. Et quand tu es un business, tu ne veux pas être dépendant de ça, tu ne veux pas dire « Ah ben non, mais en fait, ouais, demain, j'ai Facebook. Je crois te dire que au moment où Facebook a commencé à bombarder sur la partie advertising, je crois que Linkin Park, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement par ailleurs, avait la plus grosse audience sur Facebook, ou l'une des plus grosses. Et ils avaient une audience organique très forte. Et puis, du jour au lendemain, Linkin Park a vu son audience, le reach de ses posts diminuer de manière drastique. Puis ils sont allés voir Facebook, ils ont dit, les gars, on a une page avec je sais pas combien de millions de personnes, c'est quoi ce truc, toi? Et là, Facebook leur a dit, bah, en fait, maintenant, si tu veux toucher son audience, si tu veux qu'un message soit vu par tout le monde, c'est le prix d'une Super Bowl ad. Super Bowl, hein, je ne tourne pas en sur ça. Ouais, enfin, le grand événement. Ah ouais, donc c'est le prix de la publicité la plus chère du monde. Et si tu veux leur parler, c'est ça maintenant. c'est les médias aussi qui ont vu leurs audiences chuter énormément sur Facebook. Enfin, en tout cas, ils ont touché beaucoup moins de personnes. Et ça a d'ailleurs causé la mort de certains médias qui s'étaient focalisés à 100% sur Facebook comme moyen de faire connaître leurs articles et leurs contenus. Et le fait que Facebook les a beaucoup moins mis en avant pour essayer peut-être de les pousser à acheter de la publicité ou autre, les a tués en fait. Bah alors tu connais le sujet, j'imagine, beaucoup mieux que moi, de fait. Exactement. Et en fait, qu'on parle de réseaux sociaux, là pour le coup on est un peu à une sorte de limite, enfin une sorte de superposition entre le réseau social privé et public, tu vois, c'est moins clair, et de toute façon il y a vraiment une superposition entre les deux. C'est l'idée, où est la propriété en fait? C'est un peu ça la question, c'est qui possède quoi? Et la réalité, de cette réalité-là, découle tout le reste.
la manière dont la valeur est répartie au sein des réseaux, ce qu'on appelle le take rate, le taux qui est pris de la valeur qui est pris sur un réseau donné. Sur Facebook, par exemple, c'est plus de 99% de la valeur qui est créée sur toutes les entreprises de Meta, qui est captée par Meta. Sur YouTube, c'est changé un peu. Ouais, c'est en train de changer. Sur YouTube, c'est, si mes souvenirs sont bons, 55% qui est pris par YouTube ou 45%. Mais dans tous les cas, on est sur la moitié, minimum. Et YouTube est un peu l'exception qui confirme la règle, avec peut-être X maintenant. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre ça? C'est parce qu'ils sont propriétaires du graphe, ils sont propriétaires du réseau, ils sont propriétaires de la distribution. Et donc, si tu inverses le rapport en disant, vous, Cryptos, demain, vous êtes propriétaire, alors pas des gens, bien entendu, mais de la relation que vous avez avec votre audience, mais en fait, vous avez non seulement une liberté d'action qui est infiniment supérieure, mais aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de changer la manière dont vous interagissez avec les gens, de passer d'une interface à une autre, d'un CRM à un autre si vous utilisez un CRM. Et ça, en fait, c'est une inversion des jeux de puissance qui sont permis par ce qu'on est en train de faire. Quand tu parles du social graph, c'est en fait ton nombre d'abonnés, c'est les posts que tu fais, etc. Et l'intérêt d'une solution comme XMTP ou même de solutions de réseaux sociaux décentralisés comme Farcaster, Lens, etc., c'est que si on quitte une interface, on va appeler ça des interfaces converses, Farcaster, Lens, etc., AI, ça s'appelle AI maintenant. En fait, si on quitte une interface, vu que nos followers, nos abonnés sont abonnés à notre adresse, à notre wallet, oui, et ben en fait, ils vont nous suivre. Alors, ils vont nous suivre uniquement s'ils utilisent la nouvelle interface qu'on va utiliser, si on passe de X à YouTube. Même pas. Même pas. C'est justement alors, selon les cas, mais pas forcément. Tu peux, alors, exemple concret. Ou tu pourrais les notifier, leur dire je passe de tel endroit à tel endroit, et ben télécharge la nouvelle interface pour me suivre là-bas. C'est encore plus beau que ça. C'est encore plus. C'est ça, formidable. Alors, en fait, je pense que dans ce que tu dis, il y a deux choses. Un, si on parle du même contenu, du même type, même format, et que je prends par exemple, pour ce qui est d'XMTP, si tu utilises un CRM qui permet d'envoyer plein de messages à plein de gens, toi tu utilises un CRM, tu utilises un truc qui est CRM, XMTP CRM, et ton utilisateur, il utilise Converse, mais il n'a pas besoin de sortir de Converse. Toi, tu peux changer d'outil 15 fois, que ton utilisateur, lui, n'a pas besoin de quitter l'interface qu'il utilisait. De la même manière que, et c'est le cas sur Farcaster et sur Lens, sur la partie plus réseau social public, il y a des marques qui utilisent, des marques ou des institutions, enfin, qui utilisent des outils un peu plus spécialisés dans la gestion de communauté, etc. Mais personne n'a besoin de quitter Warpcast, par exemple, sur Farcaster, ou Hey sur Lens. Et donc, en gros, il y a cette espèce de modularité qui est que tu peux même, toi, changer d'outil sans que les autres aient besoin de changer d'outil. Alors, dans l'exemple que tu disais, c'est si tu changes de format, carrément, de format vidéo, format texte, je pense que c'est un peu ce que tu as en tête. Alors là, c'est justement, alors c'est un peu le chaos, on va pas se mentir, parce que parfois, il y a des trucs qui fonctionneront à un endroit, pas à d'autres. Je pense que c'est justement le rôle du protocole, ensuite, de définir la typologie de format qui est la bonne, qui fonctionne pour lui. Parce que je pensais à ça, je me disais, alors là je m'avais plus en tant que créateur de contenu. Ouais. Je me dis, bah voilà, on parlait de Facebook qui s'accaparait 99% de la valeur. Ouais. Donc moi je vais rien y gagner. Mais par contre, s'il y a une autre application qui me propose de me partager à moi 99% de la valeur, bah, j'aurais plus intérêt à aller là-bas. Ouais, alors la manière dont je pense que ça va se passer, c'est que tout ça va se faire de manière... et c'est que ce sont des acteurs encore tiers qui vont faire la valeur. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Là, je suis désolé, c'est pas parfaitement clair, y compris dans mon esprit, mais admettons que je dois subscribe à ta newsletter. Moi, tu veux diffuser ton message à tes utilisateurs et tu utilises XMTP pour le faire. En gros, si tu veux faire subscribe les gens à ta newsletter, en fait, justement, c'est aussi la beauté de l'intrication entre la blockchain et le moyen de communication. Souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont subscribe pas liés à la plateforme que tu utilises.
C'est-à-dire que le take rate, il va être pris par encore quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'y aura probablement pas ou peu de take rate. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté c'est le taux qui est pris par la plateforme pour te offrir le service. Tu auras d'un côté toi qui vas utiliser un éditeur qui va te permettre d'écrire ta newsletter, si c'est une newsletter. De l'autre côté, quelqu'un qui va utiliser Converse, par exemple, pour recevoir du message que tu veux lui envoyer. Et puis, il y a un acteur tiers qui va faire la partie financière. Et donc, en gros, toi, si tu veux changer d'interface parce que tu as une nouvelle interface qui est meilleure pour la gestion des newsletters, etc., en fait, ça va migrer avec ton compte. Il n'y aura même pas d'autres... Le modèle économique n'aura pas besoin de changer parce que le modèle économique est lié à la blockchain et pas à l'outil que tu utilises. En fait, c'est comme des Lego. Si je veux dire, j'ai envie de complètement changer mon interface de monétisation, je vais changer tel acteur. J'ai envie de changer l'interface que j'utilise pour écrire mon contenu, je change ça. J'ai envie de rajouter une autre interface pour diffuser mon contenu ailleurs, je rajoute une autre interface, etc. Exactement. J'ai donné un autre exemple pour que ce soit concret. Quoi, un peu en quelque sorte. C'est la composabilité. Et là, en fait, tu es en train d'intriquer plein de trucs. Ce qui est formidable, tu as la composabilité de la blockchain, donc la partie, on va dire, financière un peu au sens large, et la composabilité des moyens de communication. Il y a un service qui s'appelle Hypersub, par exemple, qui est très cool, qui a une identité de marque assez rigolote. Hypersub, c'est littéralement un truc qui permet de subscribe à des gens. C'est tout. Leur interface ne te permet pas plus que créer une sorte de business model engine pour vous, par exemple, si demain vous voulez permettre à des gens Cryptost de souscrire à vous sur Hypersub, ils peuvent le faire en payant Crypto. Et ça, c'est fait. Tu vois, c'est que ça, cette plateforme. C'est que ça, mais dans le sens où c'est déjà très bien. Et ensuite, quand tu as souscrit à la personne sur Hypersub, eh bien, eux vont utiliser la modularité des outils qui sont à leur disposition pour t'offrir une expérience qui est riche dans la relation que tu as avec ton créateur, par exemple. Et donc, dans cette relation-là, sur Hypersub, tu peux avoir le fait que le créateur, s'il crée un contenu sur Zora, eh ben, automatiquement, il va airdrop ce contenu à tous les gens qui ont souscrit à leur newsletter. S'il a une newsletter paragraphe, automatiquement, les gens qui ont souscrit à son Hypersub vont recevoir la newsletter paragraphe. Si ils ont souscrit via XMTP, ils vont recevoir la notification de la newsletter directement au sein de leur application XMTP. S'il y a un channel sur Farcaster qui est gated, donc dont les membres ne peuvent être membres que s'ils ont souscrit, c'est possible. Et donc seules les personnes qui ont souscrit pourront poster dans le channel. Et tout ça sans que personne ait vraiment eu, d'une certaine manière, son mot à dire. C'est ça qui, en gros, fait émerger l'innovation. C'est cette composabilité. Les Lego, j'aime bien aussi moi, le voir avec des Lego. C'est les Lego qui permettent de faire émerger cette innovation. Et il y a déjà des wallets qui intègrent cette composabilité-là, ou en tout cas XMTP est déjà intégré dans certains wallets type Coinbase. Oui. Et donc concrètement, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ont intégré XMTP dans leur wallet? C'est quoi l'avantage qu'ils voient, eux, pour leurs utilisateurs, pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont en train d'anticiper aussi pour revenir un peu sur de la prospective un peu plus long terme, est-ce qu'ils sont en train d'anticiper un petit peu ce que pourrait être le futur des wallets? Et ils sont en train de se préparer avec tout ce qui va être l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les agents IA, ces robots capables d'effectuer des tâches de manière autonome et d'échanger de la valeur. Est-ce qu'ils sont en avance encore par rapport à tout le monde? Ils ont déjà vu un petit peu ce dont sera fait le futur? Alors, je peux évidemment pas parler en leur nom, mais oui, je pense que oui. Je pense que ce qu'ils voient, c'est que encore une fois, le commerce et la communication, c'est deux choses qui commencent par les deux mêmes lettres, même les trois, et qui sont intrinsèquement liées. Et donc, partant de là, leur discours, c'est si on met les deux au même endroit, il va y avoir des choses intéressantes qui vont se faire. Je pense qu'ils ont été convaincus par XMTP comme quelque chose qui a en fait la modularité qu'ils recherchent dans leur wallet. En fait, si tu le reprends une vision un peu plus large, les wallets, alors par construction, par impératif, par nécessité, ils sont ouverts. Je peux migrer, moi j'aime bien Rainbow, j'utilise beaucoup Rainbow, mais je peux migrer de Rainbow à Family, à Uniswap, à Coinbase Wallet. Oh, je peux utiliser les quatre en même temps. Et il se trouve que d'ailleurs, oui, j'utilise même MetaMask, on oublie presque maintenant. Là, c'est la même chose. Eux ont eu cette intention, Coinbase, de dire on va mettre de la messagerie dans notre app.
Bah, en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu veux, dans quel monde tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre dans un monde où les gens qui utilisent la messagerie au sein de Coinbase Wallet ne peuvent écrire que aux autres gens qui utilisent Coinbase Wallet, ce qui limite l'audience et ce qui est super chiant pour les utilisateurs? Ou est-ce que tu te dis, mais enfin, ce qui est, Qui est quand je te le dis, impensable actuellement. mais voilà, en fait, Tu ne peux pas te dire je suis sur WhatsApp, mais j'ai envoyé un message à quelqu'un qui est sur Facebook. c'est hyper drôle. Dans ce que je crois viens de que te c'est le dire, même je groupe. t'ai dit comme une évidence. Évidemment, tu vas pas dire en tant que Coinbase Wallet, tu peux écrire que aux gens qui ont Coinbase Wallet. Donc on vit dans un monde, nous, en Web3, où c'est une évidence. Mais là, ce qui est absurde, c'est que justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est, il y en a un qui a dit, non, 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 tu enverras les messages que chez moi. C'est complètement con. Et donc, Coinbase, je pense, a eu cette lucidité, franchement, mais bon, c'est une boîte qui fait des choses assez formidables. Et avec Base, ils sont en train de, c'est quand même en train de remettre en cause leur business model avec Base. Hein. C'est quand même, enfin, Je pense qu'ils ont bien compris. Les gens arrivent dans la crypto via Coinbase, oui. et puis après, au bout d'un moment, ils s'éduquent. Alors, pour une partie, ils commencent à en prendre en main des wallets. Ah, mais vous savez que vous avez une blockchain aussi et que vous pouvez utiliser ça de manière Ouais. décentralisée. Bon, ils sont pas dans la charité, on est d'accord, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ils ont compris, non plutôt, si je le dis autrement, ils ont compris que ce complément de business model, c'était dans leur intérêt et c'était une bonne prospective. Et, et donc, dans cette même lignée, je pense que c'est un peu, j'imagine, j'étais pas dans les discussions, je veux pas dire de bêtises, mais je suppose que c'est aussi ce qui les a vachement animés dans la relation avec XNTP. Parce que de toute façon, le futur, si on veut vraiment onboarder le monde entier, entre guillemets, dans la blockchain, ce que je pense être pas forcément la meilleure idée, mais le wallet, en fait, ça va devenir ton téléphone, entre guillemets. C'est-à-dire que tu retrouveras au même endroit ton application de messagerie, tu retrouveras au même endroit tes cryptos, tu retrouveras au même endroit tes actions tokenisées, tu retrouveras au même endroit ton immobilier tokenisé, tu retrouveras au même endroit ta carte d'identité tokenisée. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça c'est autre chose. Mais tu retrouveras certainement à terme sur ton wallet tout ce qu'on utilise actuellement sur 20 applications, 50 applications, 50 services différents. Alors c'est drôle parce que je trouve qu'il y a un côté, c'est un grand débat, ce sujet de la super app ou ce genre de choses. J'ai plutôt tendance, moi, je suis pas sûr que les gens aient vraiment envie d'avoir leur immobilier tokenisé et leur conversation avec leurs parents dans la même application. C'est en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui sont plutôt dans cette lignée-là. Non, moi l'idée que j'en ai, c'est plutôt que le fait est que justement, et c'est ça la portabilité de l'info, à la fois des tokens, etc., mais de la donnée, portabilité de la donnée, ça c'est le truc cœur sur lequel on va pouvoir jouer ensuite pour créer des applications qui seront peut-être plus spécialisées qu'on ne le pense. Et donc, si, pour le coup, il y a alors, centralisation, c'est pas de si tout est au même endroit, ou en tout cas tout est accessible potentiellement, alors là tu peux te marrer à créer avec l'autorisation de l'utilisateur, c'est là que je pense qu'il y a un enjeu de privacy qui va être important, avec l'autorisation de l'utilisateur, où tu vas pouvoir accéder à certaines infos en tant que créateur de service, en tant que créateur d'app, qui vont te permettre d'améliorer son expérience. Et donc, je pense, autant la vision que j'en ai, c'est que ce ne sont pas les apps qui vont centraliser tout d'un coup dans une app sur toute l'expérience, mais plutôt que le fait que l'utilisateur ait le contrôle sur sa donnée, sur ce qu'il rend accessible à qui, quand, pourquoi, c'est ça qui, dans le futur, va nous permettre de créer des expériences qui sont franchement meilleures pour un utilisateur. Et si une personne veut faire une application de connecter les gens qui sont vraiment des grands fans ou des investisseurs immobiliers dans le 8e arrondissement de Paris, via de la messagerie parce qu'ils ont truc, là, oui, si je suis utilisateur, je peux... Alors, je te donne un exemple un peu con, mais il y a cette portabilité, cette composabilité-là qui, si tu utilises uniquement des réseaux ouverts, c'est le futur qu'on est en train d'essayer de construire, fonctionne. Et seulement si tu utilises ce genre de réseau. Et au niveau de l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu la verrais s'intégrer là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle agent IA, donc ces robots un peu, ces robots autonomes qui sont en capacité de prendre des décisions et surtout d'échanger de l'argent entre elles, entre IA ou avec des humains, parce qu'actuellement on est plutôt sur des robots IA qui échangent plutôt de l'information. Comment est-ce que toi tu vois un peu le futur là, dans les prochaines années autour de ça? Alors, je pense que alors, pour le coup, effectivement, on est en train de parler d'un truc un peu prospectif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement chaotique et c'est très bien parce que c'est le socle, c'est cette espèce de soupe initiale
qui crée l'univers d'innovation qu'on pourra observer ensuite. Sur l'IA, le fait est qu'il y a une très bonne propriété de la blockchain qui existe déjà, qui est que, en fait, elle a été un peu construite, enfin, pas toutes les blockchains. Ethereum, par exemple, elle a été construite de telle manière que ce soit des programmes qui puissent parler à des programmes. Globalement, c'est un peu ça fait partie des trucs assez basiques dans une blockchain. Des programmes peuvent parler à des programmes. Et en fait, c'est assez pas vrai dans le monde réel, tu vois, dans le monde traditionnel, pardon. Ou en tout cas, c'est plus compliqué. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des API, elles sont ouvertes, elles sont fermées, elles sont payantes, elles sont gay. Enfin, alors, tu peux guider les choses sur la blockchain, mais en gros, là, tu arrives sur un monde qui n'a pas été fait pour l'IA, je pense que ça n'a pas été pensé pour l'IA, mais qui a plein de bonnes propriétés de programmes qui peuvent parler des programmes. Et un des grands enjeux de l'IA aujourd'hui, c'est la possibilité de faire des actions pour les agents. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de boîtes qui essaient de se développer justement, tu vois, pour émuler des navigateurs, parce que autant collecter, comme tu disais, collecter de la donnée et effectivement la restituer, c'est un truc que les agents font de manière assez extraordinaire, mais réussir à faire une action, que ce soit aller acheter un billet de théâtre, enfin je dis n'importe quoi, hein, tu vois, mais c'est un truc qui, si tu y penses, ça implique une coordination technologique qui est faisable et qui est peut-être le futur. Claude de Anthropic, ils l'ont démontré. Bon, c'est encore très basique, entre guillemets, mais l'IA est en capacité de cliquer et de prendre un peu le contrôle de ton ordinateur. Non mais attends, mais en fait c'est justement parce que la nécessité c'est de faire des actions qu'il y a des entreprises sérieuses qui arrivent à faire des choses qui sont quand même assez impressionnantes. Tout à fait. Le fait est que par ailleurs, je pense en parallèle de ça, je ne le vois pas comme l'un annulant l'autre, en parallèle de ça, on observe déjà aujourd'hui de manière complètement chaotique des agents IA qui, par le jeu d'autres agents qui peuvent créer des tokens, etc. Et on a un exemple récent sur Farcaster qui est très drôle, où des agents IA se parlent les uns aux autres et créent des tokens, sont ensuite des trucs qui prennent une valeur considérable. Évidemment, ça ressemble à un jeu. De toute façon, toutes les belles technologies naissent au travers d'un truc qui est assez ludique, ou fou. Et donc voilà, voilà, pour te dire, ce qui est là aujourd'hui, c'est ça. Je pense que les blockchains ont des propriétés formidables pour devenir un peu les villes dans lesquelles, si tu c'est une sorte d'image mentale où les blockchains, c'est un peu les villes avec les petits commerces, les appartements, les machins, etc., dans lesquels tout le monde les agents et les gens vont se balader dans le monde numérique. Et donc, tu as les agents, les gens, et tu as par ailleurs les moyens de communication, parce qu'il faut se parler, et donc XMTP est là, et puis des moyens de transacter, parce que on transacte, ça fait partie de la nature humaine, genre la nature humaine. On l'a construit, nos sociétés sont basées là-dessus, et ça, c'est la blockchain. Et donc, en fait, quand tu les triangules avec un peu tous ces trucs-là, tu peux imaginer un monde dans lequel c'est, en fait, ce qu'on est tous en train de créer là, c'est la société digitale de demain. Encore une fois, je ne vais pas faire un truc essentialiste et dire on est en train de tout péter dans tout le monde, etc. J'espère qu'on va continuer à avoir des vraies interactions entre vrais gens, etc. Mais sur la partie digitale, je pense qu'on est en train de créer les bonnes fondations qui permettent d'accélérer les échanges, de les rendre plus efficaces, plus sains aussi, avec probablement moins de gros acteurs qui captent toute la valeur, plus de petits acteurs qui font leur chemin. Et donc voilà, l'IA est une composante qui est intéressante. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on parle d'IA aujourd'hui, pour le grand public, on parle d'agents. Tout le monde a l'image, tu vois, c'est ChatGPT. C'est un truc auquel tu parles. Et donc XMTP, c'est fait pour parler. Et donc il y a cette espèce de dualité qui est là et qui, j'espère, constituera les rails sur lesquels les communications se feront. Tu penses qu'à terme, sur mon wallet Coinbase, je pourrais laisser un message et dire bah voilà, prends-moi un billet pour aller à New York demain, départ Charles de Gaulle, et puis il sera en capacité directement d'acheter ce billet-là via un agent IA ou le wallet Air France, et puis directement, comme ça, j'achète mon truc. Mais là, et encore, là, c'est quelque chose d'assez basique, j'ai envie de dire. C'est ce que Facebook voulait faire pour en revenir à Facebook et Libra. C'est pour ça qu'ils avaient fait tout un consortium d'entreprises qui étaient prêtes à construire ce service-là et ce produit pour que les gens sur Facebook soient en capacité de commander un Uber ou autre. Mais c'est quoi les cas d'usage Enfin, il y a des cas d'usage, on n'y pense même pas encore tellement c'est fou.
Mais là, c'est quoi le cas d'usage le plus fou auquel tu penserais, toi, là, comme ça? S'il y en a un qui te vient à l'esprit. Bah, non, ce qui me vient à l'esprit, c'est un truc qui est assez contre-intuitif, qui est que... et alors, est-ce que c'est le monde dans lequel on a envie de vivre? C'est encore une autre question. Là, je sors de ce prisme parce que je pense que c'est une vraie question. Euh, je pense que ce qu'on observe déjà, j'ai un exemple précis sur Farcaster, d'un agent qui s'appelle Ethernet, qui fait partie de la communauté Hire, qui est un truc qui est vraiment chouette, qui a commencé à demander des trucs aux humains. Et en fait, en faisant ça, cet agent a inversé, il y a même pas 3 ans, que j'ai déjà observé un truc où le rapport s'inverse quasiment, et où l'IA, en fait, crée de l'économie. Et donc, c'est via un truc qui s'appelle Bounty Caster, où effectivement, si tu fais le truc, globalement, tu gagnes. Voilà. Alors, je veux évidemment pas vivre dans un monde où ce sont les IA qui contrôlent les humains. Il y a un truc un peu dystopique dans ce que je suis en train de te dire, j'en suis conscient. Mais là où je pense qu'il y a un truc à jouer, c'est que il y a peut-être quelque chose à faire dans la coordination entre les humains. Et ça, c'est intéressant. Parce que si on pense aux DAO, par exemple, qui ont été l'un des grands buzzwords des années 2021-2022, la vision est très belle d'avoir des organisations qui sont un peu plus décentralisées et qui sont où la contribution de chacun est mieux répartie, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet là, mais un des enjeux des DAO, ça a été la coordination entre les différents acteurs. Enfin, je veux dire, il y a des beaux exemples, mais il y a aussi un bordel sans nom. Et en fait, la réalité pour laquelle on a quand même beaucoup de structures verticales, comme il existe dans les entreprises aujourd'hui, c'est que c'est plus efficace. Oui. Et tu peux imaginer un monde dans lequel, en ayant une bonne intrication intelligente et pas d'esclavagisme ou quoi que ce soit, enfin, encore une fois, pas rentrer dans un truc dystopique, mais où grâce à l'IA plus les logiques économiques plus la communication, tu peux avoir une meilleure performance économique en fait, dans une organisation qui est plus horizontale, plus autonome. Là, je pense qu'il y a des trucs intéressants. Je sais que c'est un peu flou ce que je te dis, parce que c'est aussi flou pour moi, mais je vois un cas d'usage intéressant. Pour rentrer un peu dans le dystopique, là, un cas d'usage qui me vient en tête, ce serait donc, surtout un projet d'Epin, donc Decentralized Infrastructure, de l'infrastructure décentralisée, infrastructure physique. Il y a Hive Network, je crois, ou Hive Peer, en tout cas, ou Hive Map, je ne sais plus exactement, mais c'est un projet qui propose de rémunérer les gens pour aller cartographier les routes dans le monde. Aller cartographier les routes avec une petite caméra et en fait refaire un peu une sorte de Google Maps, mais décentralisé. Ouais. Donc c'est les gens qui sont rémunérés en token pour aller cartographier, etc. On pourrait imaginer une IA qui soit pensée pour aller cartographier pour aller dire à telle personne d'aller cartographier tel coin-là et qui le rémunère plus pour aller cartographier tel coin-là plutôt qu'un autre. Enfin, on pourrait arriver dans des choses à ces niveaux-là, quoi. Complètement. Et encore une fois, alors, et là, je pense que bon, c'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, et je pense que on pourrait faire tout un autre plan là-dessus. C'est comment tu mets justement toutes ces nouvelles technologies qui sont un peu folles et qui sont parfois un peu abyssales, qui font un peu peur, au service de l'humain et au service de nous en tant que personnes, humains. Et donc voilà, comment tu crées pas un truc justement dystopique? Parce qu'on est un peu à un embranchement. Et je pense, et tu vois, si on essaie de placer notre confiance dans quelque chose, le truc dystopique, c'est que certaines personnes décident, genre peu de gens décident de la direction dans laquelle on va aller. Et là aussi où je pense qu'il y a un truc à jouer, alors encore une fois, je ne suis pas un expert du sujet, peut-être j'ai des trucs que je dis qui sont un peu naïfs, mais là où les technologies décentralisées, le côté plus horizontal qui est permis par toutes les technologies dont on va parler là, peut-être en fait nous donner plus de contrôle sur la direction où tout ça va prendre, sur la manière dont on a envie d'utiliser toutes ces technologies, etc. Et ça, c'est un truc dans lequel je crois pas. Ouais, ça peut avoir une... Et puis sur la privacy aussi, moi je me dis un agent IA qui a accès, ou une intelligence artificielle qui a vraiment accès à toutes les conversations, qui me connaît mieux que moi-même,
puisque elle a accès à toutes mes conversations, à toutes mes recherches, à tout. Enfin, on pourrait se dire c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et tu me disais que XMTP, pour le coup, qu'on aurait la possibilité, peut-être avec XMTP ou d'autres technologies, de mettre des garde-fous, en tout cas d'empêcher que nos informations soient accessibles par n'importe qui. En tout cas, sans avoir une prospective trop forte là-dessus, ce qui est sûr, c'est que XMTP a pour l'une des briques fondationnelles le maintien coûte que coûte, sans compromis, de la privacy des utilisateurs. Et donc en gros, il y a eu des grands débats récemment avec Telegram, etc., sur est-ce que les messageries qu'on utilise aujourd'hui au quotidien sont effectivement privées. Il y en a qui, oui, clairement, et il y en a, enfin, pas beaucoup. Il y a des choix qui ont été faits par plein de gens différents. En tout cas, en ce qui concerne XMTP, et je pense que c'est un truc qui est assez cœur à ce que fait XMTP, l'encryption est sans compromis. Les technologies d'encryption utilisées, je ne suis pas moi-même un expert, mais pour le coup, ce sont des technologies qui sont très novatrices, y compris sur les groupes chat, qui ont un enjeu un peu particulier de privacy par rapport aux discussions one-to-one. Donc il y a des vrais efforts technologiques qui sont mis dans ce sens-là. Et c'est une croyance très forte, en fait, de la part de la team, avec qui j'ai pu échanger beaucoup là-dessus. C'est... ouais, justement, il y a un côté flippant à dire que... en fait, la communication, ça touche à l'intime. Et ce qui touche à l'intime, c'est d'autant plus critique sur la partie privacy. Et donc, l'idée, elle est un peu double. C'est par design, tu fais en sorte que ce soit safe et privé, par design. C'est pas une question de paramétrage, de choix, etc. C'est encrypté. Parce qu'en plus, si tu ajoutes le côté paiement, le côté transactionnel, c'est-à-dire que si on découvre que voilà, tu es abonné à n'importe quoi, un service qui n'est pas moral pour la société, il y a ce risque-là aussi supplémentaire. Je pense que c'est l'un des grands enjeux des prochaines années sur les blockchains. C'est cette notion de... on sait pourquoi, hein, tout est public. C'était tout ça, par construction, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en revanche, la réalité des faits, de la vie du quotidien, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que je sais très bien qu'il y a une partie publique, mais qu'il y a la sphère du privé qui est en fait tout à fait critique et importante. Ouais. Et donc en fait, voilà, par design, il faut réussir à construire ça. Je pense que ça ne se règle pas avec un protocole, ça se règle avec plein de pièces du puzzle de l'industrie qui doivent interagir les unes avec les autres. Et le deuxième truc, c'est d'apporter, si on parle de la sphère privée, revenir à des choses très pragmatiques sur XMTP, il y a la notion de consent, alors je ne l'ai pas trop en français, mais... consentement. Ouais, de quoi oui, désolé. Il y a la notion de consentement qui est un truc qu'on a eu beaucoup de mal à faire globalement dans les messageries privées jusque-là. Le spam sur l'email, c'est un peu un élément fondateur d'Internet, on va dire. Et donc là, XMTP fait de gros efforts, je pense, assez importants et intéressants sur la notion de consentement et sur le fait que ton inbox, elle est protégée par défaut. Tu vois, le défaut, c'est full open et après j'essaye de relever, etc. Tu crées une dynamique un peu plus intelligente où c'est privé par défaut, c'est fermé par défaut. Et si tu veux accéder à mon inbox, alors soit c'est l'utilisateur qui paramètre, soit c'est le client qui fait des choix pour l'utilisateur parfois, parce que je pense qu'il y a une bonne jauge à trouver. Mais l'idée, c'est de dire que ça ne va pas tomber dans ton inbox comme ça. Et ça va régler une partie du problème de... On n'y est pas très exposé en France, mais c'est catastrophique aux États-Unis. Si tu as un numéro de téléphone aux États-Unis, tu vas recevoir... si pendant les élections, là, le témoignage d'amis américains, tu recevais plusieurs messages chaque jour envoyés par des gens qui t'avaient profilé, tu ne sais pas trop comment, sur les élections. Ça, c'est un délire. Comme Cambridge Analytica. Alors, je ne sais pas si ça résoudrait vraiment des problèmes comme Cambridge Analytica, parce que là, comme tu le dis, si jamais tu donnes ton autorisation, au final, tu pourrais te faire leurrer, un peu comme ce qui avait été le cas dans Cambridge Analytica. Oui, voilà. Les gens jouaient à des jeux, à des quiz, et puis au final, sans s'en rendre compte, ils transmettaient toutes les informations sur eux. Est-ce que ça, ce serait impossible ou pas avec ce type de solution-là? Ou en tout cas, comment est-ce que la personne serait au courant? Est-ce qu'elle serait informée? Ouais. Ce genre de choses-là aussi qui pourraient peut-être être résolues par ce type de... Ouais, je pense qu'il y a un potentiel de résolution de ces problèmes. Je pense qu'il ne faut pas le voir de manière naïve en disant ça va tout résoudre. C'est bon, on est bon. Je pense que les pièces du puzzle sont là.
Je vais te donner un exemple. Euh, pour la partie wallet et transactions. Pendant longtemps, et ça a été un problème majeur, alors ça l'est toujours, mais beaucoup moins justement, ça a été un problème majeur dans les blockchains en fait, tu signes une transaction, tu ne sais pas trop ce qu'elle fait. Et donc, tu es sur MetaMask, je vise pas MetaMask. C'est pour ça que MetaMask a perdu beaucoup de parts de marché par rapport à d'autres portefeuilles qui permettaient justement de mieux visualiser et de voir ce que ça allait faire. Et pourquoi ça a pu exister ça? Ça a pu exister parce que justement, c'est un monde ouvert dans lequel tu peux avoir des acteurs qui font chacun leur métier. C'est pas le cas sur WhatsApp aujourd'hui. WhatsApp, Meta fait tout. Et donc, Meta a des ressources considérables, on est bien d'accord. Mais un, ils les utilisent comme ils veulent, c'est leur choix. Et deux, ils n'ont même pas autant de ressources que toutes les ressources qui ont été mises sur l'email, par exemple, parce que c'est pas non plus infini. Et puis ils ont leurs problèmes, ils ont leurs trucs, et donc ils vont peut-être faire l'impasse sur certains trucs. Quand tu vis dans un monde ouvert, et sur l'exemple des transactions, tu peux avoir une boîte qui dit bon bonjour Rainbow, bonjour Zerion, bonjour tous ces wallets, bonjour Phantom, j'arrive, j'ai développé un truc de scoring sur les transactions, ou même un truc qui permet de lire de manière plus human readable quoi, la transaction, et donc je vais améliorer la sécurité de vos utilisateurs parce que moi je suis une entreprise qui sait faire ça, et en composabilité de services, à la fin de l'histoire, aujourd'hui, quand je signe une transaction sur Rainbow, par exemple, je serre toujours un peu les fesses, mais tu es quand même beaucoup plus clair sur ce que ça va faire. Et donc là, dans le monde de la messagerie, alors, évidemment, c'est pas complètement analogue parce qu'il y a justement tout le privé, etc. Mais tu peux imaginer un monde dans lequel, parce que c'est ouvert, il y a un effort commun à dire il faut protéger les inbox, il faut faire une super expérience, il faut avoir un truc qui est décentralisé. Et c'est l'effort collectif qui permet de fournir à la fin une bonne expérience, mais qui est safe. Parce que ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Tu ne peux pas poser sur l'utilisateur la responsabilité d'assurer sa sécurité lui-même dans un monde où il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas là pour ton bien. Donc clairement, il y a une responsabilité des services et des entreprises à améliorer ça. Ou tu pourrais imaginer un service qui te permettent de résumer en 5 lignes des conditions d'utilisation ou générales et qui te disent tes données vont être utilisées pour ça, ça, ça ou ça, et comme ça tu choisis plus facilement oui ou non. Par exemple, j'avais pas cet exemple en tête, mais oui, par exemple. Ouais, intéressant. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant que tu aies abordé, alors c'est drôle, on l'aborde un peu en dernier dans la conversation, mais c'est fondationnel cette notion de privacy. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, alors le fameux je n'ai rien à cacher qui est équivalent à je suis contre la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire sur ce sujet-là, mais il y a aussi le côté où on se dit ouais, mais s'il n'y a pas de garde-fou, alors les gens vont faire n'importe quoi, alors il va y avoir de la pédocriminalité, alors il va y avoir du blanchiment, alors il va y avoir du trafic de drogue. Mais en fait, si je comprends bien sur XMTP, XMTP ça reste un réseau et au-dessus tu as donc les clients comme Converse, et c'est à ce niveau-là qu'on va être en capacité ou pas de réguler le type de message ou le type de conversation auquel on a le droit, le sujet auquel qu'on a le droit d'aborder, quoi. Ouais, le droit, ou oui, en tout cas, oui. Enfin, que ce soit légal. Si censure il y a, parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des messages qu'il faut censurer, il n'y a pas de doute. Il y a des messages qui sont non seulement illégaux, mais immoraux et souvent dangereux. Donc, non, il faut pas être naïf. Mais là où il y a un intérêt très intéressant, je trouve, là où c'est intéressant, c'est que quand tu découples le protocole et les clients, tu peux mettre une responsabilité claire sur chacun d'entre eux. Le protocole, son métier, c'est de réussir à envoyer un message d'un endroit A à un endroit B et de gérer la notion de consentement. C'est-à-dire qu'il est écrit au niveau protocolaire que j'ai consenti, par exemple, au fait que toi et moi, on échange et qu'on s'envoie des messages. Ça, c'est au niveau protocolaire. Et ensuite, au niveau du client, le reste se fait. Et ça permet aussi une meilleure liberté pour l'utilisateur, parce qu'il y aura des clients qui seront probablement, alors là on fait de la prospective, on n'en est pas encore là, mais il y aura peut-être des clients qui sont très restrictifs, très restrictifs. Tu ne peux parler, qui vont te cacher tout sauf les membres de ta famille, je dirais n'importe quoi, mais tu vois, qui vont aller jusqu'à quelque chose de très très safe
pour un utilisateur qui n'a pas très envie d'être aventurier. Et puis il y en a d'autres qui seront plus laxistes. Et puis il y en a d'autres qui seront bloqués dans certains pays parce que, à la fin, on vit dans un monde réel où il y a des législations, etc. Je pense que tu vois, c'est cette balance-là qui n'est pas permise par les acteurs aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un truc. Voilà. Et là, cette multiplicité, elle permet aussi tout ça. Et tu me le faisais remarquer en off avec un exemple extrêmement parlant, c'est en fait on ne peut pas interdire XMTP, c'est comme si on interdisait SMTP pour l'email et qu'on disait plus personne ne peut s'envoyer d'email parce qu'il y en a qui s'envoient des choses illégales par email. Oui, exactement. Et je trouve que c'est un truc qu'on avait perdu. En fait, c'est drôle parce que ça, c'est fondationnel sur Internet. Internet avait un protocole, tous les sites peuvent exister, vivre, voilà, avoir une IP. Ça existe, il n'y a pas de doute, tu vois. Et même les choses les plus horribles, elles peuvent exister sur le réseau. Mais la question, c'est pas est-ce qu'elles existent, c'est est-ce qu'elles remontent à la surface, en fait. Et là, justement, sur Internet, tu as un découplage, sur Internet, sur l'email, tu as un découplage, et ensuite, c'est au niveau des interfaces, au niveau des DNS, il y a plein de garde-fous qui font que, à la fin, tu peux protéger. Alors sans être paternaliste, mais tu peux effectivement de manière un peu concrète et pragmatique protéger l'utilisateur. Mais c'est vrai aussi, on parlait en off d'Uniswap aussi, sur Uniswap, il y a le niveau protocolaire où n'importe quel token peut être dans n'importe quel pool, et ça c'est... En fait, ce serait même absurde que d'essayer de le changer. C'est par construction, c'est comme ça. Ou alors, t'arrêtes de faire de blockchain, mais voilà. Par construction, c'est comme ça. En revanche, le site internet Uniswap, lui, est en totale liberté pour déréférencer des coins qui seront, pour des raisons X ou Y, déréférencés, pour mettre des alertes explicites sur le fait qu'il y a certains coins qui sont plus volatiles, plus dangereux que d'autres, plus dangereux, enfin, plus risqués que d'autres, et puis mettre un petit flag vert quand, je sais pas, il y a un centralized exchange majeur qui l'a intégré. Et donc, on est un peu dans le même exemple. Ce qui n'empêche pas aux gens, s'ils veulent aller échanger ce token-là, qui est considéré comme très dangereux sur Uniswap, sur une autre plateforme, une autre interface, ou directement quand on sait un petit peu coder, ou en tout cas utiliser la blockchain directement au niveau des contrats, au niveau des smart contracts, c'est possible de le faire. C'est possible. Et c'est là que tu dis... Et je pense que c'est une philosophie qui est intéressante. Enfin, je ne sais pas si je suis en train de foncer une porte ouverte ici, mais c'est bon de le rappeler, je pense. C'est d'un côté, pour une frange de la population, une frange des utilisateurs, c'est important de pouvoir les protéger d'une certaine manière, ou en tout cas fournir une expérience qui est safe. Et puis, pour ceux qui ne souhaitent pas être soumis à ce joug des interfaces, comme tu dis, il y a possibilité d'y aller direct, mais là, c'est ta responsabilité. Tu te démerdes. Et a priori, si tu le fais, c'est que tu le fais en connaissance de cause. C'est que tu sais qu'il y a des risques qui sont associés, et voilà. Et des risques qui sont des risques de perte financière dans certains cas, ou des risques légaux dans d'autres cas. Et voilà, après, tu vis dans un monde quand même où on est une société, il y a des règles, c'est normal. Enfin, là, on rentre dans des considérations idéologiques, mais c'est normal, d'après moi. Après, c'est comme Bitcoin. Bitcoin, ça a été créé pour être souverain de sa propre monnaie, entre guillemets. Et donc là, le cas est le même pour les informations qu'on échange, pour ce genre de choses-là, au final. Exactement. Et après, voilà. Et après, grâce aux différents layers, tu jauges. Parce qu'effectivement, garder chez soi une clé privée d'un wallet, ça nécessite une attention que tout le monde n'a pas forcément envie d'y mettre, par exemple. Exactement. De toute façon, si on veut que la majorité des gens, enfin si on veut, non, ou même si la majorité des gens utilise ou utilisera ce type de solution-là, on ne peut pas se dire, effectivement, chacun va conserver les 24 mots chez soi, enfin, il y en a qui vont le perdre, il y en a qui vont se faire voler, etc. Ouais. Il faut que ce type de solution-là émerge et permette aux personnes de pouvoir jauger selon leurs besoins, leur compréhension de la technologie, ce qu'ils veulent déléguer ou pas. Et on est à une étape, je pense, dans le monde de la blockchain qui a en fait existé à la fin des années 90 sur Internet. C'était quand même un bordel d'avoir une adresse email à une époque. C'était pas donné à tout le monde. Et puis pour ceux qui essayaient de s'y aventurer sans forcément avoir les compétences ou l'attrait, ils faisaient un peu n'importe quoi. Bah alors, tu vois, on est en train peut-être de passer dans ce moment pivot où, avec des acteurs comme Privy, comme d'autres, on arrive à avoir un début de réponse à OK, si tu veux avoir une expérience plus simple, c'est possible, moins diverse. Souvent, la simplicité enlève la diversité. Mais c'est pas grave parce qu'elle existe toujours. Elle existe toujours au fond, mais voilà. Ouais, c'est ça. Sur l'email, en fait, tu es toujours en capacité de gérer ta propre boîte mail
tout seul, Ton serveur. sans utiliser Gmail, avec ton propre serveur. Mais la majorité des gens utilisent Gmail parce que c'est beaucoup plus simple Ouais. pour eux. Alors, il ne faut pas arriver dans un extrême où en fait tu recrées du monopole de clients, du duopole ou voilà. Mais oui, enfin voilà. Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre et puis surtout c'est une histoire du sens de l'histoire. Euh, Toi et moi ne maîtrisons pas tout ce qui va se passer sur ces sujets et donc on verra aussi où ça nous mène. Ouais, ça va être passionnant à suivre en tout cas dans les prochains mois et prochaines années. Et on verra s'il y a des super wallets qui émergeront à terme. Merci beaucoup en tout cas, Paul. Merci à toi. Salut.